Mon appartement était en feu. J'ai appelé mon fils en urgence. Il a dit « Je suis chez le vétérinaire maintenant. Mon chien est la priorité, pas toi. » Et avant de raccrocher, il a encore dit « Ce n'est pas mon problème. » J'ai pris une grande respiration et j'ai dit « D'accord. » J'ai raccroché et envoyé un message « Mot de passe 3457. » J'ai disparu pendant 30 jours. Mon téléphone n'a pas arrêté. 221 appels manqués. Bonjour à tous, je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et libératrice de ma vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Merci infiniment pour votre soutien. La fumée sortait par la fenêtre de ma cuisine. Je toussais, les yeux brûlants, le cœur battant comme un tambour fou. Tout avait commencé par une simple casserole que j'avais oubliée sur le feu. À 67 ans, ces petits oublis arrivent plus souvent qu'avant. Mais cette fois, c'était différent. Les flammes avaient déjà léché le mur près de la fenêtre, et l'alarme incendie hurlait dans tout l'appartement. Je me suis précipitée vers le téléphone, les mains tremblantes. Il n'y avait qu'une seule personne que je voulais appeler dans ce moment de panique. Mon fils, mon unique enfant, Théo. J'ai composé son numéro en essayant de contrôler ma respiration. Une sonnerie. 2, 3. Enfin, il a décroché. Théo, mon fils. L'appartement. Il y a le feu dans la cuisine. Je n'arrive pas à l'éteindre toute seule. Ma voix tremblait, brisée par la peur et la fumée qui me piquait la gorge. J'ai entendu un soupir irrité de l'autre côté. Un soupir, pas de l'inquiétude, de l'irritation. Maman, je suis chez le vétérinaire maintenant. Duke a avalé quelque chose. Je te rappelle après. Mon cœur s'est serré. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose qui tenait encore debout malgré des années de négligence, de phrases cinglantes, de rendez-vous annulés, de coups de fil ignorés. Théo, s'il te plaît. Il y a le feu. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai presque crié, désespéré. Appelle les pompiers. Il avait haussé le ton, agacé. Tu crois que je peux tout laisser tomber ici? Mon chien est la priorité. Pas toi. Le silence qui a suivi a été plus violent que n'importe quel incendie. Les flammes derrière moi crépitaient, mais c'était mon cœur qui brûlait vraiment. Et avant que tu insistes encore, a-t-il ajouté d'une voix froide, glaciale même, ce n'est pas mon problème. Clic. Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone collé à mon oreille, incapable de bouger. Les larmes coulaient sur mes joues, mélangées à la sueur et à la fumée. J'ai regardé autour de moi. Les flammes continuaient de grandir. L'alarme continuait de hurler. Mais tout me semblait lointain, comme si j'étais plongée sous l'eau. Mon fils venait de me dire que j'étais moins importante que son chien. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et quelque chose en moi s'est éteint. Non, pas éteint. Transformé. La douleur s'est changée en quelque chose de froid, de clair, de définitif. J'ai ouvert les yeux. J'ai marché calmement vers la fenêtre et je l'ai ouverte en grand. La pluie fine de ce jour d'automne parisien est entrée, apportant un peu d'air frais. J'ai pris mon téléphone et avec des doigts étrangement calmes, j'ai tapé un message court. Juste 4 mots et un numéro. Mot de passe 3457. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai appelé les pompiers. J'ai quitté l'appartement sans me retourner. Dehors, sur le trottoir mouillé, enveloppé dans une couverture de survie que les pompiers m'avaient redonnée, j'ai regardé mon immeuble. Les flammes étaient déjà maîtrisées. Mon voisin, Monsieur Henry, s'est approché, inquiet. « Madame Marie, vous allez bien? Vous voulez que j'appelle quelqu'un pour vous ?» J'ai secoué la tête doucement. « Non, merci. » Mon téléphone était dans ma poche. Aucun appel de Théo. Aucun message. Rien. Je me suis levée, j'ai remercié les pompiers et je suis partie. L'appartement était inhabitable pour quelques jours, mais cela n'avait plus d'importance. Plus rien n'avait d'importance, sauf ce que j'allais faire ensuite. J'ai pris un taxi jusqu'à un petit hôtel près de la gare. Une chambre simple, propre, silencieuse. Je me suis assise sur le lit et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose ressemblant à du soulagement.
Je ne savais pas encore ce que le mot de passe 3457 allait déclencher dans la vie de mon fils. Mais je savais une chose, j'avais passé 30 ans à construire son confort et il avait passé 30 ans à me traiter comme une nuisance. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Demain, tout allait changer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. La lumière grise de Paris filtrait à travers les rideaux fins de la chambre d'hôtel. J'ai pris une douche chaude, enfilé les vêtements que j'avais achetés la veille dans une petite boutique près de l'hôtel et je me suis regardée dans le miroir. 67 ans. Des rides autour des yeux, des cheveux gris que je n'avais jamais voulu teindre. Mais dans ce regard, il y avait quelque chose de nouveau. Une détermination, une liberté naissante. J'ai pris mon téléphone. Toujours aucun appel de Théo. Aucun message. Pas même un « Tu vas bien ?» après l'incendie. Je n'étais pas surprise. J'aurais dû l'être, j'aurais dû être blessée, mais je ne ressentais plus rien. C'était comme si une partie de moi s'était détachée, avait pris de la distance. J'ai commandé un café au lait et un croissant au petit restaurant en bas de l'hôtel. En sirotant mon café, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais du travail à faire, des décisions à prendre, une vie à reprendre en main. Pendant ce temps, dans son appartement luxueux du Marais, Théo était au téléphone avec Duke allongé à ses pieds. Il venait de passer 1 heure chez le vétérinaire. Une clinique chic, moderne, où les propriétaires d'animaux dépensent des fortunes pour leurs compagnons à 4 pattes. La vétérinaire lui avait souri en lui rendant Duke. « Tout est réglé, monsieur Théo. C'était juste un morceau de jouet coincé. Il ira très bien. » « Dieu merci, » avait-il répondu, soulagé. « Combien je vous dois ?»« 340 €. » Théo avait sorti sa carte bancaire noire, celle qu'il utilisait pour tout. Il l'avait passée dans le terminal. Refusé. Il avait froncé les sourcils, surpris. C'est étrange, essayez celle-ci. Il avait sorti une deuxième carte. Refusé. La vétérinaire avait souri poliment, mais un peu mal à l'aise. Peut-être en espèces ? Théo avait fouillé dans son portefeuille. 12 €. Il avait ri, nerveux. « Laissez-moi appeler ma banque. Un instant. » Il était sorti de la clinique, avait composé le numéro du service client. Après plusieurs minutes d'attente avec une musique insupportable, une voix neutre avait répondu « Monsieur Théo, je vois ici que votre compte a été clôturé aujourd'hui à 18h07, sur demande de la titulaire principale. » Théo s'était figé. « La titulaire principale ? Ma mère ? » « Exactement, monsieur. Vous avez été retiré en tant que bénéficiaire. Toutes vos autorisations ont été annulées. » Le monde autour de lui avait semblé s'arrêter. Les voitures passaient dans la rue. Les gens marchaient, mais lui, il ne pouvait plus bouger. « Attendez. »« Quoi ? Mais... » ?»« Pourquoi ? » ?»« Je ne peux pas vous donner plus d'informations, monsieur. Vous devrez contacter directement la titulaire. » Théo avait raccroché, le souffle court. Il avait immédiatement appelé ma ligne. Messagerie vocale. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Rappelle-moi, s'il te plaît. » Pas de réponse. Il avait fini par emprunter l'argent à un ami pour payer la clinique vétérinaire. En rentrant chez lui, il avait essayé de comprendre. Il avait ouvert ses applications bancaires, toutes bloquées, ses cartes de crédit, toutes annulées. Il s'était assis sur son canapé en cuir italien, Duke à côté de lui, et avait essayé de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Puis, lentement, un souvenir lui était revenu. L'appel, l'incendie, ces mots. Mon chien est la priorité, pas toi. Ce n'est pas mon problème. Il avait fermé les yeux. Non, 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 non. Elle n'aurait pas fait ça. Pas pour ça. Pas ma mère. Mais au fond de lui, il savait. Il savait exactement ce qu'il avait fait. Moi, pendant ce temps, j'avais quitté l'hôtel. Je marchais dans les rues de Paris, mon foulard autour du cou, un petit sac à main sur l'épaule. Je me sentais légère, incroyablement légère. Je suis entrée dans une agence de voyage près de l'Opéra. Une jeune femme m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Bonjour madame, comment puis-je vous aider ?» J'ai souri. « Je veux partir, loin, pour 1 mois. » 1 mois magnifique.
Vous avez une destination en tête? Partout. Elle a ri, pensant que je plaisantais. Mais j'étais sérieuse. Je veux voir l'Italie, Dubaï, le Canada, peut-être une croisière. Elle a cligné des yeux, surprise, puis a hoché la tête avec enthousiasme. D'accord, laissez-moi vous préparer quelque chose de merveilleux. 2 heures plus tard, j'avais un itinéraire complet. Rome, Florence, Venise, puis Dubaï, ensuite Montréal et Québec. Et pour finir, une croisière dans les Caraïbes. J'ai payé avec ma carte personnelle, celle que Théo ne connaissait pas, celle sur laquelle il n'avait jamais eu accès. En sortant de l'agence, j'ai allumé mon téléphone. 47 appels manqués. Tous de Théo. Aucun message vocal pour s'inquiéter de ma santé après l'incendie. Seulement des messages paniqués à propos d'argent. Maman, qu'est-ce qui se passe avec les comptes? Maman, je n'ai plus accès à rien. Rappelle-moi. J'ai éteint le téléphone. J'ai levé les yeux vers le ciel parisien, gris mais lumineux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Vraiment souri. 30 jours. 30 jours pour moi, pour respirer, pour vivre, et pour lui apprendre ce que signifiait vraiment perdre quelqu'un. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incendie. 3 jours pendant lesquels Théo avait essayé de me joindre sans relâche. 3 jours pendant lesquels sa vie avait commencé à s'effondrer, lentement, comme un château de cartes. Moi, j'étais à Rome. Assise à une terrasse près de la fontaine de Trévi, un espresso devant moi, je regardais les touristes lancer des pièces dans l'eau en faisant des vœux. J'avais moi-même lancé une pièce, plus tôt. Mon vœu, retrouver qui j'étais avant de devenir une simple distributrice d'argent. Mon nouveau téléphone était posé sur la table. Un numéro que personne ne connaissait. Pas de notification, pas d'appel, juste le silence. Un silence magnifique, apaisant, libérateur. Mais je savais ce qui se passait à Paris. J'avais demandé à mon assistante de me tenir informée, discrètement. Les premiers signes du chaos avaient dû commencer à apparaître dans la vie de mon fils. À Paris, Théo était dans son appartement du Marais, entouré de factures, le loyer, le leasing de sa voiture, l'abonnement à la salle de sport, le forfait téléphonique premium, les courses en ligne. Tout était en rouge, tout était en retard. Il avait essayé de retirer de l'argent, impossible. Il avait essayé d'utiliser ses cartes, toutes refusées. Il avait appelé tous ses amis pour emprunter de l'argent, mais personne ne pouvait lui prêter autant. 2 800 € pour le loyer, 890 € pour la voiture, et les autres dépenses qui s'accumulaient jour après jour. Il avait composé mon numéro pour la 100e fois. Messagerie vocale. Encore. Maman, je t'en supplie. Réponds-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi ce que j'ai fait. Sa voix tremblait. Pour la première fois depuis des années, j'entendais de la peur dans sa voix. Mais je n'ai pas rappelé. Théo avait alors décidé d'appeler mon entreprise. Beaumont & Associés. La société que j'avais créée il y a 30 ans, celle qui nous avait permis de vivre confortablement, celle qui payait pour son style de vie luxueux sans qu'il ait jamais vraiment travaillé. La secrétaire, Sophie, avait décroché avec sa voix professionnelle habituelle. « Beaumont & Associés, bonjour. »« Sophie, c'est Théo. Je dois parler à ma mère. C'est urgent. » Un silence. Puis Sophie avait répondu, d'un ton froid que Théo ne lui connaissait pas. « Monsieur Théo, votre mère a pris un congé pour une durée indéterminée. Elle m'a laissé des instructions très claires. Je ne peux donner aucune information sur son emploi du temps ou sa localisation. »« Un congé ?» Théo avait presque crié. « Pour aller où ?»« Je ne peux pas vous le dire. Sophie, s'il vous plaît. » Elle a dit que vous sauriez quelque chose à propos de priorité. Le mot avait frappé Théo comme une gifle. Priorité. Mon chien est la priorité, pas toi. Il avait raccroché, le cœur battant. Il s'était effondré sur son canapé. Duke était venu poser sa tête sur ses genoux, sentant le désarroi de son maître. « Qu'est-ce que j'ai fait, Duke ?» avait murmuré Théo en caressant le chien. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais avant de continuer, je dois vous interrompre un instant. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Votre soutien compte énormément. Merci, et reprenons. Le lendemain, Théo avait reçu une lettre recommandée.
Il l'avait ouverte avec des mains tremblantes. C'était de la banque, une notification officielle. Tous ses comptes avaient été fermés. Il n'était plus bénéficiaire d'aucun compte lié à mon nom. Mais ce n'était pas tout. Il y avait une deuxième lettre, de son propriétaire. Monsieur Théo, le loyer du mois est en retard de 12 jours. Si le paiement n'est pas effectué sous 48 heures, nous entamerons une procédure d'expulsion. Théo avait relu la lettre 3 fois, incapable d'y croire. Expulsion. Lui, expulsé. Il avait couru à sa chambre, ouvert son armoire remplie de vêtements de marque. Des chemises Dior, des vestes Gucci, des chaussures Saint-Laurent, tout ce qu'il avait acheté avec l'argent que je lui avais toujours donné sans compter. Il avait fourré plusieurs pièces dans un sac et s'était précipité dans une boutique de revente de luxe dans le quartier. La vendeuse l'avait accueilli poliment. « Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ?»« Je veux vendre ça. » Il avait sorti un blazer Gucci, presque neuf. La vendeuse l'avait examiné avec attention. « Je peux vous donner 80 €. »« 80 ?» Théo avait haussé la voix, incrédule. « Je l'ai payé 1200. »« C'est de la seconde main, monsieur. C'est le prix du marché. » Théo avait serré les poings. Mais il n'avait pas le choix. Il avait vendu 6 pièces ce jour-là. Total, 430 €. Juste de quoi payer une partie du loyer et demander un délai supplémentaire. Pendant ce temps, moi, j'étais à Florence. Je marchais dans les jardins de Boboli, respirant l'air frais, admirant les sculptures, les fontaines, la beauté pure de ce lieu. J'avais acheté un livre dans une petite librairie, un roman que je voulais lire depuis des années, mais que je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir. J'avais trouvé un banc sous un olivier, et j'avais lu. Simplement lu, sans penser à rien d'autre, sans stress, sans obligation, sans culpabilité. Le soir, j'avais dîné seul dans un petit restaurant toscan. Des pâtes faites maison, un verre de vin rouge, une conversation agréable avec le serveur qui m'avait raconté l'histoire de sa famille. Et pour la première fois depuis des décennies, je m'étais sentie vivante. Le 7e jour, Théo avait commencé à vraiment comprendre l'ampleur de ce qui lui arrivait. Ce n'était plus seulement une question d'argent bloqué temporairement. C'était bien plus profond, bien plus définitif. Il s'était rendu à la banque, espérant trouver une solution. Le gérant, un homme d'une 50aine d'années aux lunettes rectangulaires, l'avait reçu dans son bureau avec un air compassé mais distant. « Monsieur Théo, je comprends votre situation, mais sans revenu prouvé, je ne peux malheureusement pas vous ouvrir un nouveau compte ni vous accorder un prêt. » Des revenus prouvés ? Théo avait levé les mains, exaspéré. « Je travaille dans l'entreprise de ma mère. » Le gérant avait consulté son écran d'ordinateur, puis avait secoué la tête doucement. « Selon nos archives, vous êtes enregistré comme consultant freelance avec une rémunération ponctuelle. Il n'y a aucun contrat de travail formel, aucune fiche de paie régulière. » Théo était devenu pâle. Consultant freelance. C'était vrai. Il n'avait jamais eu de contrat officiel, jamais eu besoin. Chaque mois, je transférais de l'argent sur son compte, parfois 1 000 €, parfois 3 000, selon ses besoins, selon ses caprices. Mais j'ai toujours reçu de l'argent. Des virements privés, monsieur Théo, pas un salaire. Ce n'est pas la même chose aux yeux de la banque. Théo était sorti du bureau, sonné. Il avait marché dans les rues sans direction, Duke en laisse à côté de lui. Les passants le croisaient sans le voir. Pour la première fois de sa vie, il se sentait invisible, insignifiant. En passant devant une vitrine, il avait vu son reflet. Ses vêtements étaient encore élégants, mais froissés. Ses cheveux n'étaient plus aussi bien coiffés. Il avait des cernes sous les yeux. Il ne se reconnaissait pas. Ce même soir, quelqu'un avait frappé à sa porte. Il avait ouvert. C'était sa propriétaire, une femme d'une 50aine d'années, le visage sérieux. « Monsieur Théo, le loyer est en retard de 12 jours maintenant. J'ai besoin d'une réponse claire. Quand allez-vous payer ?» Théo avait avalé sa salive. « J'ai payé une partie. Je vous demande juste quelques jours de plus. »« Vous avez toujours été ponctuel, » avait dit la propriétaire d'un ton plus doux. « Que s'est-il passé ?» Théo n'avait pas su quoi répondre. Comment expliquer ? Comment dire qu'il avait vécu toute sa vie au crochet de sa mère sans même s'en rendre compte ? Comment avouer qu'il l'avait traitée comme une simple carte bancaire ? Des problèmes personnels, avait-il murmuré.
La propriétaire avait hoché la tête, mais son visage était resté ferme. Si je n'ai pas le loyer complet dans 48 heures, je n'aurai pas d'autre choix que de lancer la procédure. Je suis désolée. Elle était partie. Théo avait refermé la porte et s'était laissé glisser le long du mur jusqu'au sol. Duke était venu se coller contre lui. « On va faire quoi, Duke ?» avait-il chuchoté. « On va faire quoi ?» Pendant ce temps, j'étais à Venise, assise dans une gondole, glissant lentement sur le grand canal. Le gondolier chantait une vieille chanson italienne. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. L'eau reflétait les palais anciens, les ponts, la vie qui continuait depuis des siècles. J'avais fermé les yeux et respiré profondément. L'air sentait la mer, légèrement salée. J'entendais les rires des touristes sur les ponts, le clapotis de l'eau contre la gondole, le chant du gondolier. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix, vraiment en paix. Le soir, j'avais dîné dans un petit restaurant près du pont du Rialto. J'avais commandé des fruits de mer frais, un risotto crémeux, un verre de prosecco. La serveuse m'avait souri chaleureusement. « Vous êtes seule, madame ?»« Oui, avais-je répondu. « Et c'est merveilleux. » Elle avait ri, comprenant. « Profitez-en, la solitude choisie est un luxe. » Elle avait raison. C'était un luxe que je m'offrais enfin. De retour à mon hôtel, j'avais allumé mon ancien téléphone, juste pour vérifier. 87 appels manqués, 23 messages vocaux. Tous de Théo. J'en avais écouté un, au hasard. « Maman, s'il te plaît, je ne sais plus quoi faire. Mes cartes ne marchent plus. Je n'ai plus d'argent. Réponds-moi, s'il te plaît. » Sa voix était brisée, tremblante, presque méconnaissable. J'avais fermé les yeux. Une partie de moi, la mère que j'avais toujours été, voulait céder, voulait appeler, voulait arranger les choses. Mais une autre partie, celle qui s'était réveillée le soir de l'incendie, celle qui avait décidé que j'avais le droit d'exister autrement que comme un portefeuille, m'en a empêché. J'avais éteint le téléphone. Puis, j'avais ouvert mon ordinateur et réservé mon vol pour Dubaï. 2 jours plus tard, Théo était dans un supermarché discount dans un quartier populaire de Paris, un endroit qu'il n'aurait jamais fréquenté avant. Les néons blancs étaient crus, les allées étroites, les produits empilés sans élégance. Il marchait lentement, un panier à la main, essayant de calculer le prix de chaque article. Des pâtes premier prix, de la sauce tomate en conserve, du pain de la veille avec 50% de réduction, du poulet congelé en promotion. À la caisse, il avait croisé une ancienne connaissance de l'université, Julien, un type qu'il voyait parfois dans les soirées branchées du Marais. « Théo ? Théo ?» Julien s'était approché, souriant. « Ça fait longtemps. » Théo avait forcé un sourire. « Salut ? Oui. Ça va ?» Julien avait jeté un œil au panier de Théo, puis au supermarché autour d'eux. « Tu fais tes courses ici maintenant ? Je te croyais plutôt du genre à aller au Monoprix du Marais, non. » Théo avait senti ses joues rougir. « Ah, tu sais, je varie. »« Ah bon. » Julien avait souri, mais il y avait une pointe de curiosité dans ses yeux. « Bon, bah, à plus. » Théo avait payé rapidement et était sorti, humilié. Dans la rue, il avait marché vite, la tête baissée, le sac en plastique léger à la main. En rentrant chez lui, il avait préparé les pâtes. Il avait mangé en silence, assis par terre dans son salon, Duke à côté de lui. Les murs de son appartement luxueux semblaient se refermer sur lui. Il avait regardé son téléphone. Aucun message, aucune réponse. Rien. Et pour la première fois de sa vie, Théo avait pleuré. Vraiment pleuré. Le 10e jour, j'étais à Dubaï. Debout sur la terrasse de ma chambre d'hôtel au Burj Al Arab, je regardais le golfe Persique s'étendre à l'infini sous un ciel d'un bleu éclatant. Le contraste avec le gris parisien était saisissant. Ici, tout brillait. Le soleil, l'eau, les buildings futuristes qui semblaient défier la gravité. J'avais réservé une journée complète au spa de l'hôtel. Massage aux pierres chaudes, soins du visage, bain dans un jacuzzi avec vue sur la mer. Je m'étais laissé aller complètement, abandonnant toute tension, toute culpabilité, toute préoccupation.
La masseuse avait remarqué combien mes épaules étaient innouées. « Vous portez beaucoup de poids, madame », avait-elle dit doucement en travaillant les nœuds musculaires. « Oui », avais-je murmuré, mais je l'ai enfin posé. Elle avait souri sans comprendre vraiment, mais peu importait. Moi, je comprenais. Après le spa, j'avais retrouvé une vieille amie, Nicole, que je n'avais pas vue depuis des années. Nous nous étions donné rendez-vous dans un café chic de downtown Dubaï. Elle m'avait accueillie avec un grand sourire et une accolade chaleureuse. « Marie, mon Dieu, tu es rayonnante, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je m'étais assise en face d'elle, commandant un thé à la menthe. J'ai décidé de vivre, Nicole. Vraiment vivre. Nicole m'avait regardé avec curiosité, puis avec compréhension. Elle connaissait mon histoire. Elle savait pour Théo. Elle savait tout. Il était temps, avait-elle dit simplement. Nous avions parlé pendant des heures, de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais écoutée, comprise, respectée. À Paris, pendant ce temps, Théo vivait un cauchemar éveillé. Le 12e jour était arrivé, et avec lui, la conséquence qu'il redoutait le plus. 2 hommes en uniforme avaient frappé à sa porte tôt le matin. L'huissier et son assistant. Théo avait ouvert, encore en pyjama, les yeux gonflés par le manque de sommeil. « Monsieur Théo ?»« Oui. Nous sommes mandatés par votre propriétaire pour procéder à l'expulsion. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires personnelles. » Le monde de Théo s'était écroulé. « Non. Attendez, je peux payer. J'ai juste besoin de quelques jours de plus. » La procédure a été lancée. Nous devons exécuter l'ordre. Théo avait regardé autour de lui. Son appartement. Son cocon de luxe. Tout ce qu'il avait considéré comme acquis, tout ce qui allait disparaître. Il avait fourré des vêtements dans un sac de voyage, quelques objets personnels, les affaires de Duke. Le reste, il l'avait laissé. Il n'avait nulle part où le mettre de toute façon. 1 heure plus tard, il était sur le trottoir, un sac à la main. Duke en laisse à côté de lui. Quelques cartons empilés près de lui. C'était tout ce qu'il lui restait. Des passants le regardaient avec curiosité, certains avec pitié, d'autres avec indifférence. Théo avait baissé la tête, incapable de soutenir leurs regards. Il avait appelé Julien, l'ami qu'il avait croisé au supermarché. À contre-cœur, humilié, mais sans autre option. « Julien, c'est Théo. Écoute, j'ai un problème. Je me suis fait expulser. Est-ce que je pourrais dormir chez toi quelques jours ?» Un silence. Puis Julien avait répondu, un peu embarrassé. « Ouais. Ok. Juste quelques jours, hein ? Oui, promis, merci. » Théo était arrivé chez Julien dans l'après-midi. Un petit appartement dans le 11e arrondissement. Simple, modeste, rien à voir avec son ancien loft. Julien lui avait montré le canapé. « Tu peux dormir là. Désolé, j'ai pas de chambre d'amis. »« C'est parfait. Merci vraiment. » Le soir, Julien avait préparé à dîner. Des pâtes simples. Ils avaient mangé en silence, un silence gênant, pesant. Julien n'osait pas poser de questions, et Théo n'avait pas envie d'expliquer. Après le dîner, seul sur le canapé avec Duke endormi à ses pieds, Théo avait repris son téléphone. Il avait composé mon numéro encore une fois, messagerie. Cette fois, il avait laissé un message différent. Sa voix tremblait, brisée par l'émotion. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je t'ai manqué de respect. Mais s'il te plaît, réponds-moi. J'ai besoin de toi. J'ai plus rien. J'ai plus d'appartement. J'ai plus d'argent. Je vais dormir chez un ami, mais je peux pas rester longtemps. S'il te plaît, maman, je t'en supplie. » Il avait raccroché, les larmes coulant sur ses joues. Moi, j'étais dans un restaurant étoilé à Dubé, dégustant un repas exquis. Homard grillé, risotto au safran, dessert au chocolat noir avec des copeaux d'or. Chaque bouchée était un délice. Chaque instant était un cadeau. J'avais allumé mon ancien téléphone après le dîner, de retour à l'hôtel. 132 appels manqués maintenant, 54 messages vocaux. J'en avais écouté un, celui que Théo venait de laisser.
En entendant sa voix, j'avais senti mon cœur se serrer. Pas de regret, pas de culpabilité, juste une tristesse profonde. Une tristesse pour toutes ces années perdues. Pour toutes ces occasions manquées de se parler vraiment, de se respecter vraiment. Mais je n'avais pas rappelé. Pas encore. J'avais ouvert mon ordinateur et regardé mon calendrier. Encore 20 jours avant mon retour. 20 jours pour qu'il comprenne. 20 jours pour qu'il réalise ce que signifiait vraiment perdre quelqu'un. J'avais éteint le téléphone. Puis j'étais sorti sur la terrasse. La ville scintillait en contrebas. Le Burj Khalifa illuminé. Les fontaines dansantes. La vie qui continuait, indifférente au drame personnel. J'avais respiré l'air chaud de la nuit. Et j'avais souri. Pas un sourire de vengeance. Un sourire de liberté. Pour la première fois de ma vie, j'existais pour moi. Pas pour lui. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour moi. Et c'était la chose la plus belle que j'avais jamais ressentie. Le 15e jour, j'étais à Montréal. Le froid canadien était mordant, mais revigorant. J'avais loué un petit appartement dans le vieux Montréal, près du port. Les rues pavées, les bâtiments en pierre, l'accent québécois chaleureux des gens, tout me plaisait. Je marchais pendant des heures, emmitouflé dans un manteau épais, un bonnet de laine sur la tête. J'entrais dans des librairies indépendantes, je m'asseyais dans des cafés pour lire, je découvrais des galeries d'art. Chaque jour était une découverte. Chaque instant était précieux. Un après-midi, je m'étais installé dans un café sur la rue Saint-Paul. J'avais commandé un chocolat chaud et ouvert un roman que j'avais acheté plus tôt. La neige tombait doucement dehors, créant un tableau paisible et magnifique. Mon téléphone avait vibré. Le nouveau. Un message de Sophie, mon assistante. « Madame Marie, j'espère que vous allez bien. Votre fils a appelé plusieurs fois au bureau. Il semble très perturbé. Il a même essayé de venir. Mais la sécurité l'a renvoyé sur mes instructions. Voulez-vous que je change quelque chose ?» J'avais réfléchi un moment, puis tapé ma réponse. « Non, Sophie. Continuez comme prévu. Merci. » J'avais rangé le téléphone et repris ma lecture. Mais une petite voix dans ma tête me murmurait que peut-être, il était temps de voir où en était Théo. Pas pour céder, juste pour comprendre. J'avais sorti mon ancien téléphone de mon sac. Je l'avais allumé. 187 appels manqués. 72 messages vocaux. J'en avais écouté quelques-uns. Au fur et à mesure, j'entendais l'évolution. La colère au début, puis la confusion, puis la panique, et maintenant, le désespoir. Dans le dernier message, daté d'hier, sa voix était à peine audible. « Maman, je dors sur le canapé de Julien depuis 3 jours. Il commence à en avoir marre, je le sens. Je cherche du travail, mais personne ne veut m'embaucher. J'ai pas d'expérience réelle. J'ai rien. Je comprends maintenant. Je comprends tout ce que tu as fait pour moi et comment je t'ai traité. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. S'il te plaît. Donne-moi une chance de te montrer que je peux changer. » J'avais fermé les yeux. Les larmes étaient venues, malgré moi. Mais je les avais essuyées rapidement. Pleurer ne servait à rien. Pas maintenant. À Paris, Théo vivait l'enfer. Julien lui avait fait comprendre, poliment mais fermement, qu'il ne pouvait pas rester indéfiniment. « Écoute Théo, t'es mon pote, mais j'ai besoin de mon espace. Ma copine vient ce week-end et... Tu comprends ?» Théo avait hoché la tête. « Oui, je comprends. Je vais trouver une solution. » Mais quelle solution? Il n'avait pas d'argent, pas de travail, pas de logement. Il avait essayé de postuler à des emplois en ligne. Serveur, vendeur, livreur. Mais chaque fois qu'on lui demandait son expérience professionnelle, il restait muet. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Qu'il avait passé 34 ans à vivre au crochet de sa mère? Un soir, alors qu'il errait dans les rues avec Duke, il avait croisé un sans-abri assis près d'une bouche de métro. L'homme avait un gobelet devant lui avec quelques pièces. Un carton où était écrit « Aidez-moi s'il vous plaît ». Théo s'était arrêté. Il avait regardé l'homme. Puis il avait regardé Duke. Puis lui-même. Est-ce que j'en suis là? Est-ce que c'est ça que je suis devenue? La peur l'avait envahi. Une peur viscérale, paralysante. Il était à 2 doigts de devenir cet homme. À 2 doigts de perdre absolument tout. Il avait couru jusqu'à l'appartement de Julien, le cœur battant à tout rompre. Une fois à l'intérieur, il s'était enfermé dans la salle de bain et avait pleuré en silence, les mains sur le visage. Le lendemain,
Désespéré, il avait vendu sa montre. Une montre de luxe que je lui avais offerte pour ses 30 ans. Il l'avait apportée chez un bijoutier. « Je peux vous donner 2000 €, avait dit le bijoutier après l'avoir examinée. Théo avait accepté sans négocier. Avec cet argent, il avait payé Julien pour une semaine supplémentaire sur le canapé, acheté de la nourriture et mis le reste de côté. Mais il savait que ça ne durerait pas. Dans quelques jours, quelques semaines au maximum, il n'aurait plus rien. Il avait appelé tous ses anciens amis. Tous avaient trouvé des excuses. Personne ne voulait l'héberger. Personne ne voulait lui prêter de l'argent. Les amis de la belle époque avaient disparu dès que son argent avait disparu. Un soir, assis sur le canapé de Julien, Duke endormi contre lui, Théo avait ouvert son ordinateur. Il avait cherché « Mère et fils réconciliation ». Comment demander pardon? Reconstruire une relation brisée. Il avait lu des dizaines d'articles, des forums, des témoignages. Et partout, le même message revenait. Il faut du temps. Il faut de la sincérité. Il faut des actes, pas seulement des mots. Mais comment agir quand on n'a plus rien? Moi, à Montréal, j'avais reçu un appel de mon avocat. « Madame Marie, je voulais vous informer que votre fils a tenté de contacter le cabinet pour obtenir des informations sur vos comptes. Évidemment, nous n'avons rien révélé. »« Merci, maître. » Puis-je vous demander, combien de temps comptez-vous maintenir cette situation? J'avais réfléchi. Encore quelques jours. Je rentre dans 2 semaines. Très bien. Et ensuite? Ensuite, on verra s'il a vraiment compris. J'avais raccroché. J'avais regardé par la fenêtre de mon appartement. La neige continuait de tomber. Montréal était magnifique sous son manteau blanc. J'avais pensé à Théo, à son visage quand il était enfant, à ses rires, à nos moments heureux, ceux d'avant, quand il m'appelait encore « maman » avec amour, quand il me prenait dans ses bras, quand il me disait qu'il m'aimait. Quand avait-il changé? Quand étais-je devenu juste un distributeur d'argent à ses yeux? Je n'avais pas de réponse claire. Peut-être que ça avait été progressif. Peut-être que j'avais contribué à créer ce monstre en lui donnant tout sans rien exiger en retour. Mais ce temps était révolu. Maintenant, il allait devoir mériter. Mériter ma confiance, mériter mon respect, mériter ma présence dans sa vie. Et s'il n'y arrivait pas, j'étais prête à continuer ma vie sans lui. Cette pensée, qui m'aurait brisée il y a quelques semaines, me semblait maintenant juste et nécessaire. Le 25e jour, j'étais sur un bateau de croisière dans les Caraïbes. Le soleil brillait sur une mer turquoise et une légère brise salée caressait mon visage. J'étais allongée sur un transat sur le pont, un livre à la main, un cocktail sans alcool à côté de moi. Autour de moi, des couples, des familles, des groupes d'amis riaient et profitaient de la vie. Et moi, seule, je me sentais plus complète que je ne l'avais été depuis des décennies. Une femme d'une 60aine d'années s'était assise sur le transat voisin. Nous avions échangé quelques mots, puis une vraie conversation s'était installée. Elle s'appelait Hélène, française elle aussi, en voyage après son divorce. J'ai passé 40 ans avec un homme qui ne me voyait pas vraiment, m'avait-elle confié. Et un jour, je me suis réveillée et j'ai réalisé que je méritais mieux. J'avais hoché la tête. Je comprends parfaitement. Et vous? Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'avais hésité, puis je lui avais raconté tout. L'incendie, l'appel, la phrase terrible de Théo, le mot de passe, ma disparition. Hélène m'avait écoutée sans m'interrompre. Puis elle avait posé sa main sur la mienne. Vous avez fait ce qu'il fallait. Parfois, l'amour le plus puissant, c'est celui qui pose des limites. Ces mots m'avaient touché profondément. Oui, c'était exactement ça. À Paris, Théo était au bout du rouleau. Le 25e jour marquait aussi la fin de son séjour chez Julien. Son ami lui avait annoncé, gêné mais ferme, qu'il ne pouvait plus rester. « Ma copine s'installe ce week-end. Désolé, mec. » Théo avait rassemblé ses affaires, ce qu'il en restait. Un sac, quelques vêtements, les affaires de Duke, c'était tout ce qu'il possédait désormais. Il était sorti dans la rue, sans savoir où aller.
Il avait marché pendant des heures, Duke fatigué à ses côtés. Il faisait froid. Le ciel était gris. Paris lui semblait hostile, indifférent à sa souffrance. Il avait fini par s'asseoir sur un banc dans un square, complètement perdu. Duke s'était couché à ses pieds. Des enfants jouaient non loin. Des couples se promenaient main dans la main. La vie continuait. Mais pour lui, tout s'était arrêté. Il avait sorti son téléphone, regardé mes derniers messages envoyés avant l'incendie. Des messages banals. « Tu viens dîner dimanche ? J'ai acheté ce livre dont tu m'avais parlé. Comment va Duke ?» Des messages d'une mère qui essayait de rester connectée à son fils. Et lui, il avait répondu quoi ? Pas dispo. Ok. Bien. Des réponses froides, distantes, comme si j'étais une obligation, une corvée. Les larmes lui étaient montées aux yeux. Comment avait-il pu être aussi aveugle, aussi cruel ? Un homme âgé s'était assis à côté de lui sur le banc. Il avait jeté un regard à Théo, puis à Duke. « Beau chien », avait-il dit simplement. « Merci », avait murmuré Théo. « Vous avez l'air d'avoir des problèmes, jeune homme ?» Théo avait ri amèrement. C'est peu dire. Le vieil homme avait hoché la tête. « J'ai été à votre place, il y a longtemps. J'avais tout perdu. Ma femme, mon travail, ma dignité. Et qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un me sauve. J'ai commencé à me sauver moi-même, un jour à la fois, un petit pas à la fois. » Théo l'avait regardé. « Comment ? En acceptant de recommencer de zéro, en avalant ma fierté, en faisant n'importe quel travail pour survivre, et surtout, en demandant pardon aux personnes que j'avais blessées. » Le vieil homme s'était levé, avait tapoté l'épaule de Théo, puis était parti. Théo était resté assis là pendant encore 1 heure. Puis, une idée avait germé dans son esprit. Une idée terrible, humiliante, mais peut-être la seule qui lui restait. Il avait pris son téléphone et composé le numéro de l'entreprise. Sophie avait répondu. « Beaumont & Associés, bonjour. »« Sophie, c'est Théo. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. » Un silence. Puis Sophie avait soupiré. « Qu'est-ce que vous voulez ? » ?»« Je veux travailler. »« Pardon ? » ?»« Je veux travailler dans l'entreprise, n'importe quel poste, je suis prêt à tout. » Sophie avait ri, incrédule. « Vous vous moquez de moi ? » ?»« Non, je suis sérieux. Je n'ai plus rien, Sophie. Plus d'appartement, plus d'argent, plus de fierté. J'ai juste besoin de travailler, de gagner ma vie. » Un long silence. « Je vais en parler à votre mère quand elle reviendra, mais je ne promets rien. Merci, merci infiniment. » Théo avait raccroché, le cœur battant. C'était un mince espoir. Mais c'était un espoir quand même. Cette nuit-là, il avait dormi dans un foyer d'urgence. Un lit simple dans une grande salle remplie d'autres personnes en difficulté. Des sans-abri, des migrants, des gens qui avaient tout perdu. Il s'était allongé sur le lit inconfortable, Duke contre lui. Autour de lui, des ronflements, des toux, des pleurs étouffés. Il avait regardé le plafond, les yeux grands ouverts. Comment en était-il arrivé là ? Et surtout, pourrait-il s'en sortir ? Moi, sur le bateau, j'avais pris une décision. Il était temps de rentrer. Pas parce que je cédais, pas parce que j'avais pitié, mais parce que 30 jours étaient presque écoulés, et que j'étais prête à affronter ce qui allait suivre. J'avais réservé mon vol de retour. Dans 5 jours, je serais de retour à Paris. J'avais appelé Sophie sur mon nouveau téléphone. « Sophie, c'est moi. Je rentre dans 5 jours. »« Oh, Madame Marie, enfin, tout va bien ? » ?»« Oui, très bien. Mon fils a-t-il essayé de me contacter ? » ?»« Tous les jours. Il est même venu au bureau. Et il m'a appelé aujourd'hui. Il veut travailler. » J'avais souri. « Vraiment ? » ?»« Oui, il avait l'air désespéré. Il a dit qu'il accepterait n'importe quel poste. » »« Intéressant. Préparez-lui une proposition pour mon retour. » »« Quel genre de proposition ? » ?»« Le poste le plus bas de l'entreprise. Agent d'entretien. Salaire minimum. » Sophie était restée silencieuse un moment. « Vous êtes sûre ? » ?»« Tout à fait. S'il veut vraiment changer, il devra le prouver. Depuis le bas. »« Bien, madame. Je prépare tout. » J'avais raccroché et regardé l'horizon.
Le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel en rouge et or. C'était magnifique, apaisant. Bientôt, je rentrerais. Et tout allait changer, pour lui et pour moi. Le 30e jour était arrivé. J'étais dans l'avion, en route vers Paris. 30 jours. 30 jours qui avaient tout changé. 30 jours pendant lesquels j'avais redécouvert qui j'étais vraiment, au-delà du rôle de mère, au-delà du rôle de pourvoyeuse d'argent. J'avais regardé par le hublot. Les nuages défilaient sous l'avion. Quelque part là-bas, au-dessus de l'Atlantique, entre deux mondes, entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie, je me sentais sereine. Mon téléphone était éteint, les deux. Je ne voulais aucune distraction, juste ce moment de transition, ce moment où tout allait basculer. Quand l'avion avait atterri à Charles de Gaulle, j'avais allumé mon nouveau téléphone. Un message de Sophie. « Madame Marie, tout est prêt. Théo sera au bureau demain matin à 9 heures. Il a accepté les conditions. » J'avais souri. Il avait accepté. C'était déjà un premier pas. J'avais pris un taxi jusqu'à mon appartement. Il avait été entièrement rénové pendant mon absence. La cuisine était neuve, moderne, plus belle qu'avant. Tout était propre, ordonné, accueillant. Je m'étais assise sur mon canapé, avait respiré profondément. J'étais chez moi, vraiment chez moi. Puis j'avais allumé mon ancien téléphone. 221 appels manqués. 97 messages vocaux. J'en avais écouté le dernier. Celui de ce matin. « Maman, je sais que tu rentres bientôt. Sophie m'a dit que tu avais appelé. Je vais venir au bureau demain. Je vais accepter tout ce que tu me proposeras. Je veux juste te voir, te parler, te dire combien je suis désolée. S'il te plaît, donne-moi une chance. » Sa voix était brisée, mais il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait à de l'humilité, à de la sincérité. J'avais composé son numéro, pour la première fois en 30 jours. Il avait décroché à la première sonnerie. « Maman ?» Il avait crié, sa voix tremblante, incrédule. « Oui, Théo, c'est moi. Oh mon Dieu. Maman, tu vas bien? Tu es où? Je vais très bien, Théo. Je suis rentrée. » Un sanglot. « Maman, je suis tellement désolée. Tellement. Demain matin, 9 heures, au bureau, ne sois pas en retard. »« Oui, oui, bien sûr. Je serai là. »« Maman, À demain, Théo. » J'avais raccroché. Mon cœur battait fort, mais j'étais calme, déterminée. Le lendemain matin, j'étais arrivée au bureau à 8 heures. J'avais salué Sophie qui m'avait accueillie avec un grand sourire. « Madame Marie, vous êtes resplendissante. Ce voyage vous a fait un bien fou. »« Oui, Sophie, un bien immense. » Je m'étais installée dans mon bureau. J'avais disposé sur la table un uniforme bleu, un uniforme d'agent d'entretien. À côté, un contrat de travail. À 9 heures pile, on avait frappé à ma porte. « Entrez. » Théo était entré. J'avais à peine reconnu mon fils. Il avait maigri. Ses vêtements étaient froissés, simples, loin de son élégance habituelle. Ses cheveux n'étaient plus coiffés avec soin. Il avait des cernes profonds sous les yeux. Mais surtout, son regard avait changé. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de suffisance, juste de la peur et de l'espoir. « Maman ?» Il s'était avancé, les larmes aux yeux. « Assieds-toi. » Il s'était assis en face de moi, les mains jointes, tremblantes. Nous nous étions regardés en silence pendant un long moment. Un silence chargé de 30 années, de regrets, de douleurs, mais aussi d'une possibilité de reconstruction. « Tu sais ce que représente le mot de passe 3457 » avais-je demandé calmement. Il avait hoché la tête. « Le code pour tout annuler. Mes cartes, mes comptes, tout ce que tu payais. » Exactement. Toute ta vie, Théo, était construite sur mon argent, sur mon travail, et tu m'as traité comme si je ne valais rien. Les larmes avaient coulé sur ses joues. Je sais, je le sais maintenant, et je m'en veux tellement. Le jour de l'incendie, j'aurais pu mourir. Et tu as choisi ton chien. Sa voix s'était brisée. C'était impardonnable. Je le sais. Je n'ai pas d'excuses. J'étais égoïste, aveugle, cruel.
J'avais ouvert le tiroir et sorti l'uniforme. Je l'avais posé sur le bureau. Tu vas travailler ici, comme agent d'entretien, salaire minimum. Tu nettoieras les bureaux, les toilettes, tu videras les poubelles. Il avait regardé l'uniforme, puis moi. D'accord. Si tu prouves que tu as vraiment changé, dans quelques années, peut-être que tu pourras évoluer. Office boy, puis assistant, puis, qui sait, consultant. Mais ça prendra des années, tu devras mériter chaque échelon. Je comprends. Et si tu refuses? Il avait regardé la porte, puis encore moi. Je n'ai nulle part où aller, maman. Plus d'appartement, plus d'amis, plus rien. Mais ce n'est pas pour ça que j'accepte. J'accepte parce que je veux te prouver que je peux changer, que je peux devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui te mérite. J'avais fermé les yeux un instant. Ces mots que j'avais attendus pendant si longtemps. Alors prends l'uniforme. Tu commences lundi. Il avait pris l'uniforme avec des mains tremblantes. Merci, maman. Merci de me donner cette chance. Il s'était levé pour partir, puis s'était retourné. Maman, est-ce qu'un jour, tu pourras me pardonner? J'avais réfléchi. Le pardon ne se demande pas, Théo. Il se mérite. Montre-moi qui tu peux devenir, et on verra. Il avait hoché la tête et était sorti. 3 mois s'étaient écoulés. Théo venait tous les jours, à l'heure. Il enfilait son uniforme. Il nettoyait les bureaux avec application. Il ne se plaignait jamais. Il saluait poliment les employés, même ceux qui le regardaient avec pitié ou mépris. Je l'observais de loin. Je voyais les changements, la façon dont il parlait aux gens, le respect dans ses gestes, l'humilité dans son attitude. Un soir, alors que tout le monde était parti, je l'avais croisé dans le couloir. Il rangeait son matériel de nettoyage. « Comment te sens-tu » avais-je demandé. Il s'était arrêté, surpris que je lui parle. Fatigué, mais bien, vraiment bien. Je fais quelque chose d'utile, pour la première fois de ma vie. Où habites-tu maintenant? Je loue une chambre à Montreuil. C'est petit, mais c'est à moi. Duke et moi, on s'en sort. J'avais hoché la tête. Continue comme ça. Maman, est-ce qu'on pourrait dîner ensemble, un de ces jours? J'avais hésité. Puis j'avais souri. Peut-être. Bientôt. Son visage s'était illuminé. Merci. Ce soir-là, chez moi, j'avais ouvert mon ordinateur. J'avais regardé des photos de Théo enfant, son premier jour d'école, son diplôme, nos vacances ensemble. Il avait été un bon garçon. Puis quelque chose s'était cassé. Peut-être que c'était ma faute aussi. Peut-être que je lui avais trop donné, trop facilement. Mais maintenant, il apprenait. Il grandissait. Il devenait un homme. Et moi, j'avais appris aussi. J'avais appris que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la destruction. J'avais appris que se respecter soi-même, c'est enseigner aux autres comment nous respecter. J'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour soi, et pour ceux qu'on aime. Je m'étais levée, j'avais regardé par la fenêtre. Paris scintillait sous la nuit. La vie continuait, pleine de promesses, pleine de possibles. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix, vraiment en paix.